Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour apprendre à faire du TDD, alias le Test Driven Development. Bon alors, dans cette vidéo, je vais partir du principe que tu es déjà convaincu par la démarche. Que ce soit parce que tu m'as entendu sur le podcast, ou que ce soit parce que tu as entendu des collègues te parler de ça, ou d'autres développeurs te parler de ça, tu es déjà convaincu que faire du TDD va te permettre d'améliorer ta pratique, te permet d'avoir un code plus facile à faire évoluer, plus facile à maintenir, plus facile à changer, et même potentiellement que ce sera plus agréable de travailler dedans. Deuxième chose, je vais partir du principe que tu as déjà entendu parler du TDD et que tu sais à peu près ce que c'est. Tu as déjà entendu parler de cette boucle en 3 étapes. La première étape où tu écris ton intention, tu écris un test qui échoue. Deuxième étape, tu écris du code pour aller le plus vite possible pour faire passer ton test. Troisième étape, tu refactorises ton code pour qu'il soit tout propre. En fait, quelque part, si tu connais ça, si tu sais déjà le mettre en œuvre, en fait, tu sais déjà mettre en œuvre du TDD. Tu vois, le TDD, c'est pas ultime, c'est un processus, c'est 3 étapes qui s'enchaînent, mais c'est incroyablement difficile à mettre en œuvre, et c'est pour ça que il y a cette vidéo. Alors, mon premier conseil, apprends à utiliser une librairie de test. Ça peut paraître un peu bateau à dire, mais il faut comprendre quelque chose de super important. Quand tu écris, quand tu fais du TDD, la première étape, l'étape 1, c'est celle où tu traduis ton intention. Le but du jeu, c'est pas juste d'écrire un test qui échoue, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que tu es capable de décrire ce que tu attends que le morceau de code que tu vas fabriquer fasse. Et ça, c'est dans cette première étape que tu le fais. Parce que là, à ce moment-là, tu vas traduire ton intention. Par exemple, tu vas dire, je vais écrire une méthode, je vais écrire une classe, je veux qu'elle fasse ça, je veux qu'elle soit capable de faire ça. Et le fait de le traduire par un test, c'est à un moment donné l'expression de ton intention. Et le fait que le test échoue, c'est juste une manière de dire, si ça échoue, c'est parce que le code ne le fait pas déjà. Et c'est plutôt rassurant en fait, d'être capable d'écrire un morceau de code qui échoue. Parce que si tu n'es pas capable d'écrire un morceau de code qui échoue, ça veut dire peut-être que ton code fait déjà ce que tu es en train d'essayer de lui faire faire. C'est peut-être une des étapes clés les plus importantes. Quand je fais du coaching de développeurs, que ce soit en individuel ou en groupe, j'ai souvent cette question, ok, on a compris la démarche, on est intéressé, on veut mettre en œuvre, mais par quoi on commence? Qu'est-ce qu'il faut tester? C'est pas une question de qu'est-ce qu'il faut tester, c'est plutôt quelle intention est-ce que tu as envie d'exprimer? Et cette phase-là, elle peut être vraiment frustrante. Tu sais, c'est comme un enfant qui n'a pas encore appris à parler, qui n'a pas encore appris à dire notamment ses émotions, si jamais il n'est pas capable de les dire, ça va monter, puis à un moment donné, ça va être trop frustrant, ça peut partir en colère ou quoi. Moi, je vois la différence, j'ai appris à ma dernière fille à signer, en fait, à parler avec le langage des signes, et c'est incroyable parce que c'est un langage qui est accessible beaucoup plus vite, et dès qu'elle a pu commencer à exprimer des choses, on l'a senti beaucoup plus apaisée, en fait. Là, ça va être pareil. Si tu commences à essayer de faire du TDD, mais que tu n'arrives pas à exprimer ton intention, tu risques vite d'être frustré et même potentiellement de te dire « Bon, ok, ce truc c'est nul, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas tant que ça, je passe à autre chose. » Donc la première étape, c'est vraiment apprends à utiliser ta librairie de test. De toute façon, c'est une compétence qui te sera, j'ai envie de dire, je pense maintenant, tout le temps utile parce que autant le TDD fait encore débat dans certaines équipes de est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas, est-ce que c'est vraiment bien ou pas. Autant je pense qu'il y a un consensus qui est assez unanime dans l'industrie, c'est que écrire des tests est une bonne chose. Donc de toute façon, cette capacité à écrire des tests, tu en auras besoin à peu près quoi qu'il arrive. Donc c'est pas du temps perdu, même si finalement tu décides de ne pas faire du TDD. Et là, c'est vraiment important de t'intéresser au paradigme particulier de ton langage, à une bibliothèque de test en particulier, parce que chaque bibliothèque de test va avoir sa manière d'exprimer les choses. Si tu utilises un framework comme JUnit en Java, la manière d'écrire les tests va être extrêmement différente que si par exemple j'ai un framework beaucoup plus comportemental comme RSpec avec du Ruby. Voilà, il faut vraiment que tu t'appropries ta librairie test, sa manière d'écrire les tests, et ensuite chaque détail, chaque sophistication des choses. Par exemple, si tu prends JUnit de base, en général tu vas commencer par apprendre les assertions. Comment est-ce qu'à un moment donné, dans le code, tu dis que telle exigence doit être absolument remplie? Si c'est pas le cas, le test échoue. Ça, c'est vraiment la base. Si tu prends JUnit, tu as tout un ensemble d'assertions, et c'est très bien pour commencer. Mais tu vas peut-être avoir envie de rendre ces assertions plus explicites, plus faciles à lire, plus faciles à comprendre. Et là, tu vas avoir différentes librairies qui vont te permettre d'étendre justement la manière que tu as d'exprimer tes assertions. Si tu utilises RSpec, RSpec va avoir vraiment sa manière à lui, par exemple, de réutiliser des cas de test ou de réutiliser des morceaux de code pour te permettre de factoriser du code de test. Donc c'est vraiment important que tu intègres une librairie, que tu te perfectionnes sur cette librairie de test pour que tu puisses vraiment être capable de l'utiliser et d'exprimer à tout moment ton intention. Les assertions, encore une fois, c'est les choses de base, mais après tu pourras aller vers des choses plus évoluées comme par exemple exprimer que tu attends une exception. Ça, c'est un cas que j'aime bien explorer en coaching parce que c'est un cas justement où tu vas un petit peu plus loin que le cas de base tout en restant assez simple et assez standard. On peut tout à fait s'attendre à dire, voilà, dans tel et tel cas, je veux que ma classe, mon objet, mon code
renvoie une exception. Bon, comment tu le testes, comment tu l'écris proprement et de manière élégante? Il faut vraiment s'approprier ta bibliothèque de test pour être capable de faire ce genre de choses. Le meilleur moyen de t'entraîner à utiliser une bibliothèque de test, eh bien, c'est de faire des katas. Les katas, que ce soit pour juste t'entraîner à apprendre la bibliothèque de test ou vraiment apprendre une démarche de TDD, ou en fait n'importe quel autre type de technique que tu veux perfectionner, le kata est vraiment un outil idéal pour ça. Parfois en coaching, je peux entendre des développeurs me dire « Ah oui, mais ce kata, on l'a déjà fait. » Et là, j'ai envie de lui demander « Ok, tu l'as fait, mais combien de centaines de fois ?» Parce que un kata, sa valeur n'est pas de le faire une fois, c'est pas un exercice, une espèce de soluce que tu trouves et génial, c'est fini. Non, le but d'un kata, c'est de t'entraîner. C'est l'intention du kata, c'est de t'entraîner et de faire répéter les choses, répéter, répéter, répéter. C'est comme si tu me disais, c'est bon, j'ai donné une fois un coup de poing dans un sac ou j'ai frappé une fois une personne en entraînement ou en combat pour de vrai. C'est bon, je sais donner un coup de poing. Non, tu ne sais pas donner un coup de poing. Tant que tu n'auras pas frappé dans un sac un bon millier de fois minimum, tu ne sauras toujours pas donner un coup de poing. Et d'ailleurs, je te déconseille vivement d'aller au combat si tu n'as pas vraiment appris à donner un coup de poing, au moins un coup de poing et quelques coups de pied. C'est la même chose pour le TDD. C'est la même chose pour des pratiques un petit peu avancées. C'est pas parce que tu as fait un kata une fois que ça y est, c'est fini. Le but du jeu, c'est vraiment d'engrammer cette technique, de la faire, de la refaire, de la re-refaire, de t'entraîner à la faire tellement de fois qu'à un moment donné, ça devient un réflexe. C'est comme la conduite. Je sais pas si tu te souviens de quand tu as commencé à conduire. Tu as probablement au début, comme tout le monde, ça mobilisait beaucoup d'énergie, c'était stressant de conduire, il fallait regarder ce qui se passait un petit peu de partout, il fallait gérer les pédales, la manette de vitesse, le volant, les clignots, tout en regardant partout autour de toi. En tout cas, personnellement, et je crois que pour beaucoup de monde, c'était extrêmement stressant au début. Et puis finalement, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, très probablement que ce n'est plus tellement un enjeu en fait. Et probablement même que tu es maintenant capable d'avoir une discussion avec ton passager et tu es en train de conduire de manière tout à fait réflexe. Et il n'y a probablement que si jamais tu détectes un danger sur la route ou que tu vois quelque chose d'un petit peu anormal, là tu vas repasser dans un mode de conduite consciente et tu vas vraiment faire attention à ce qui est en train de se passer sur la route. Le TDD, c'est exactement pareil. Entraîne-toi et le jour où ça devient un réflexe, eh bien en fait ça consomme plus tellement de CPU, ça consomme plus d'énergie, ça devient vraiment un réflexe, une espèce de routine et du coup c'est là pour te guider, ça te sert de cadre, de structure et tu n'es plus en train de consommer de l'énergie pour apprendre à l'utiliser. Et ça, le seul moyen d'y arriver, encore une fois, c'est la répétition, la répétition, la répétition et les katas sont un outil idéal pour ça. Troisième conseil, embarque tes collègues dans l'histoire. Si tu as la chance de faire partie d'une équipe, embarque tes collègues dans le truc, essaye de les motiver pour s'intéresser à la question avec toi. Et si jamais tu n'as pas d'équipe, trouve des gens avec qui échanger sur ces sujets-là. Que ce soit dans des groupes, des associations, que ce soit avec moi en coaching par exemple, mais trouve des gens avec qui échanger. Il y a plein de groupes qui existent, il y a plein de meet-up ou de communautés qui existent, et il y en a de plus en plus, et ça c'est quelque chose qui me réjouit. Je vois vraiment ce type de pratique émerger et devenir quelque part presque un standard. Donc voilà, tu n'auras pas de mal à trouver des gens si tu cherches un tout petit peu. Si tu en as sous la main avec ton équipe, vas-y, et sinon, cherche des gens avec qui le faire. Ça te permettra d'abord de faire évoluer ta pratique, vraiment de t'adapter. Je vois pas mal de développeurs qui, au bout de quelques mois de pratique du TDD, déjà changent leur manière de faire les choses. Au bout de quelques années aussi, ils vont prendre du recul. Le TDD va t'amener aussi à considérer l'architecture. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui va vraiment évoluer au fil du temps de ta pratique et du contexte dans lequel tu es. Donc je t'invite vraiment à t'entourer pour faire évoluer ces choses-là. L'autre chose qui est vraiment fondamentale si tu es dans une équipe, c'est d'impliquer tout le monde parce qu'à un moment donné, ce que je constate, notamment pas mal en coaching, si jamais il n'y a pas un seuil critique de personnes qui partagent ça dans ton équipe, tu risques de te retrouver seul et de galérer un petit peu. Parce que si à un moment donné, tes collègues ne font pas runner les tests, si jamais il n'y a pas un entretien qui fait de la batterie de test et que tu te retrouves en permanence à être le seul à réparer les tests qui ont été cassés parce que les autres s'en soucient pas, à un moment donné, ça va devenir vraiment lassant et fatigant. Et ça, ce que j'ai remarqué, c'est que le seul moyen, à un moment donné, de franchir un seuil, même individuel, c'est d'embarquer à un moment donné ses collègues avec soi pour que tout le monde soit au moins sensible à la démarche, comprenne la démarche et soit capable de la mettre en œuvre. Et pour ce qui est de ne rien rater et d'être sûr que les tests passent toujours, mon quatrième conseil, ça sera mets en place une intégration continue le plus vite possible dans ton projet. Et là, même si tu es seul, moi je ne compte plus le nombre de fois où la CI m'a rattrapé d'une connerie, d'un oubli. Bon alors en même temps, je sais qu'il y a la CI, donc je vais pas forcément toujours avoir en tête tout ce qu'il faut faire. Je me dis, bon, finalement à un moment donné, la CI sera là pour rattraper mes conneries. Mais justement, mets ce filet de sécurité en place qui est hyper agréable, hyper confortable, qui te permettra vraiment d'être tranquille sur tous ces à côté et de te concentrer sur créer de la valeur. Qu'est-ce que mon logiciel
logiciel doit faire, quel est le problème business que je suis en train d'essayer de répondre, auquel je suis en train d'essayer de répondre. Ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Savoir si tes tests passent toujours, pas vraiment. Configure vraiment une CI pour rattraper éventuellement les oublis que tu aurais fait si tu es concentré sur une zone de code particulier et que tu as oublié de lancer l'intégralité de ta batterie test. Bah, c'est pas très grave, tu sais que tu as la CI qui va te rattraper. Si tu as des règles de codage, des check styles, si tu oublies de les runner, c'est pas très grave non plus, tu sais que la CI sera là pour le récupérer. Donc voilà, la CI, c'est vraiment, pour moi, je le vois vraiment comme ton filet de sécurité. Tu es sur ta branche, tu développes, tu peux pousser en CI et tu vas avoir un feedback assez rapide pour te dire si tu as oublié un truc ou pas. Et là, même si tu es seul, je pense que c'est super important de mettre ça en place. Moi, je me souviens d'une époque, c'était il y a 10-20 ans, le seul moyen de faire ça de manière un petit peu fluide, c'était de faire ça avec du Jenkins. C'était un outil qui prenait énormément d'énergie. Je pense que c'est aujourd'hui un outil qui est encore adapté si tu as des workflows complexes d'intégration continue de CI. Aujourd'hui, il y a toute une offre qui s'est développée. Tu peux installer et configurer une CI en 1 heure. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver, ça apporte tellement de choses que c'est hyper utile. Je t'invite vraiment, mets en place une CI dès que tu peux sur ton projet. Mon dernier conseil, ce sera vraiment forme-toi. Le TDD ou les techniques pointues de Craft sont vraiment des choses qui demandent de l'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Tu as des bonnes ressources qui existent en plus aujourd'hui, je veux dire, qui sont faciles d'accès. Tu as des livres, alors que ce soit les livres de Kent Beck ou de l'Uncle Bob. Moi, j'aime bien les livres de Kent Beck parce que Kent Beck, c'est vraiment le créateur du TDD. Il t'amène vraiment à la démarche et il le fait de manière totalement adogmatique. Il t'explique la démarche, le contexte, comment est-ce qu'il en est arrivé à créer cette démarche-là. Uncle Bob va le faire de manière avec une opinion plus marquée de ce qu'il faut faire et de la bonne manière de faire les choses. Mais le travail d'Uncle Bob est aussi extrêmement intéressant. Tu as des tonnes de livres qui existent. Je t'invite à aller, ne serait-ce qu'en achetant un, étudies-en un. Ça sera extrêmement formateur. Tu as aussi des tonnes de ressources qui existent aujourd'hui. Tu tapes TDD, Screencast sur YouTube. Je suis sûr que tu vas trouver plein de ressources. J'ai vraiment trouvé parfois des pépites sur ça. C'est trop dommage de ne pas aller explorer ces choses-là. Mais évidemment, ça va te demander du temps. Ça va te demander du temps d'étudier ces livres. Ça va te demander du temps de regarder tous ces screencasts. Alors si tu as envie d'aller plus vite, si tu as envie de prendre un raccourci, j'ai créé le cursus artisan développeur avec cette intention de t'aider à aller plus vite à l'objectif d'écrire des tests et d'écrire surtout des tests en faisant du TDD. C'est vraiment un cursus que j'ai pensé pour prendre en compte la situation actuelle de plein de gens, notamment celle de partir avec du code legacy. Tout le monde n'a pas la chance de partir sur un projet neuf. Donc si tu es intéressé par le cursus artisan développeur, je te mets le lien dans la description. Je t'invite à venir y jeter un œil, ça mange pas de pain et ça te permettra peut-être d'économiser beaucoup de temps ou au moins d'aller beaucoup plus vite pour atteindre tes premiers succès et tu auras tout le temps d'approfondir ta technique par toi-même après. Et puis si tu es intéressé pour aller plus loin, si tu as envie de faire un diagnostic de tes pratiques pour comparer ta pratique, ton niveau de pratique avec celui de centaines d'autres développeurs, je t'invite à venir faire ton diagnostic dans l'app Compagnon, l'app qui t'aide à devenir un meilleur développeur. Là encore une fois, je te mets le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je t'invite vraiment à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en as retiré, qu'est-ce que ça t'a donné envie de mettre en place. Et puis on est sur YouTube, alors si tu as envie d'être sûr de voir les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne Artisan Développeur, je t'invite bien évidemment à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications sur la prochaine sortie de vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!